Je vais vous lire des extraits d'un discours de Jean Jaurès publié en juillet 1897. Un long discours qui a été publié sous le titre explicite de Socialisme et paysans, au pluriel, par La Petite République, qui était à l'époque le seul quotidien socialiste, au prix modique de 30 centimes pour favoriser une très large diffusion. Donc ces extraits de discours ont été repris dans un livre qui s'appelle Jaurès paysan, écrit par Rémi Pech, qui est professeur d'histoire contemporaine et ancien président de l'université de Toulouse-Le Mirail. C'est un spécialiste de l'histoire rurale et il a publié diverses études sur l'histoire des vignerons du Midi et l'action de Jean Jaurès en faveur des paysans. Donc voilà, dans ce discours capital, qui est sans doute le plus élaboré et le plus consistant jamais produit sur la situation et le devenir des campagnes françaises, Jaurès ne s'abandonne pas à des raisonnements théoriques, abstraits, même s'il évoque à plusieurs reprises la doctrine du parti ou à travers diverses vocables synonymes le collectivisme. Jaurès définit ce qu'il dénomme le prolétariat rural. Je cite. C'est à tous ceux, petits fermiers, métayers, journaliers, domestiques, valets de ferme, qui ne possèdent pas la plus petite parcelle du sol, c'est à ce prolétariat rural, complètement destitué de propriété, que va notre sollicitude. Et il marque ensuite sa pleine conscience de la complexité du problème en se livrant à une comparaison avec la situation des ouvriers agricoles anglais. En France, la démocratie rurale ne se compose pas, comme en Angleterre, d'un élément presque unique. Elle est beaucoup moins homogène. Elle est mêlée de petits propriétaires paysans et de salariés agricoles. Et cette population agricole, moins homogène, ne peut entrer aisément dans une conception commune et dans un mouvement commun. De plus, les vastes domaines exploités, selon le type capitalistique, sont plus rares en France qu'en Angleterre. Et il est plus difficile, par conséquent, aux travailleurs agricoles français de dépasser l'idée un peu étroite de la propriété paysanne actuelle. C'est ainsi qu'en France, les salariés agricoles, ouvriers, journaliers, domestiques de ferme, ne sont pas encore arrivés au sentiment de leur intérêt de classe, au sentiment de leur unité. C'est ainsi qu'ils languissent, à l'heure présente, à la merci des maîtres de tous ordres, nobles ou bourgeois, qui distribuent à leur gré le travail et le chômage. Et les ouvriers agricoles, qui n'ont aucune parcelle de propriété, constituent dans notre pays une classe si dépendante, ils apparaissent comme une quantité tellement négligeable que jamais ici, vous l'entendez bien, jamais vous n'avez eu l'occasion de légiférer pour eux. Et de relever dans les lacunes d'une législation sociale encore pourtant embryonnaire cet exemple significatif de l'oubli. Il a fallu de longues années pour faire entrer dans le cadre de la loi sur les accidents les salariés agricoles qui peuvent être blessés par la machine agricole et encore en ce moment pour les accidents qui ne résulteront pas de la machine, l'accident du bouvier blessé par la corne de bœuf ou de l'ébrancheur tombé dans l'arbre ou du faucheur blessé par sa faux ou par la faux de son voisin, tous ces accidents restent en dehors des prévisions de la loi sur les accidents. Jaurès développe alors avec précision la condition des salariés agricoles et des métayers, occasion d'un plaidoyer émouvant pour les domestiques de ferme. Il faut que tous ces hommes, humbles, usés, dépendants, qui enfouissent tout leur travail dans la terre d'autrui, en attendant qu'on enfouisse leur corps dans la seule terre commune, oui, il faut que ces hommes prennent un peu à peu conscience de leurs intérêts de classe. Il faut que ces prolétaires apprennent à s'organiser pour devenir une puissance, à réclamer peu à peu la propriété du sol fécondé par eux et à faire briller au-dessus de tous les privilèges la propriété oisive, leur parole et leur force, comme ils font briller l'éclair de leur faux au-dessus des herbes mûries. Jaurès analyse l'accélération de l'exode rural en le corrélant à l'industrialisation, mais aussi à l'inertie gouvernementale. Vous faites fermenter en eux des nouveaux besoins, puis par vos expositions universelles, je ne vous le reproche pas, je constate, vous les précipitez à prix réduit vers des spectacles nouveaux, et eux, les habitués des solitudes ou des petits groupes locaux, ou de ces marchés des villages qui ont encore un air de famille, vous les jetez, vous les perdez dans le torrent des foules inquiètes que mène je ne sais quel besoin d'agitation. Et puis à mesure que la société se complique,
que vos besoins d'administration se multiplient, vous les appelez de plus en plus, eux, les travailleurs du sol, dans les fonctions publiques. Vous en faites des cantonniers, des facteurs, des courriers, des instituteurs, des petits fonctionnaires de tout ordre, et ceux que vous n'y appelez pas encore, les partis en tournée leur promettent de les y appeler, si bien que vous n'avez plus aujourd'hui que des paysans provisoires, et qui sont partagés par l'ancien attachement à la terre et ce besoin nouveau que tout fait grandir en eux. Et je ne parle pas de cette croissance de la grande industrie, formidable, colossale, de l'industrie d'exportation, qui, pour livrer des chemins de fer aux provinces chinoises, est obligée d'appeler vers les grandes villes de France des travailleurs arrachés au sillon, en sorte que par toutes les nécessités du développement capitaliste et de la civilisation elle-même, c'est vous, nécessairement, qui arrachez peu à peu les paysans à leurs habitudes et à leurs traditions. C'est vous qui voudriez vous appuyer à la démocratie rurale comme à un tronc robuste pour résister à la poussée ouvrière, vous qui déracinez plus qu'à moitié les paysans de la terre quand vous ne les déracinez pas tout à fait. Comment en effet pourriez-vous les retenir? Est-ce par l'élévation du salaire qui est touchée par eux? Je sais bien qu'on se plaint beaucoup dans le monde des propriétaires ruraux, de la cherté de la main-d'œuvre, qu'on se plaint aussi de sa rareté. Il y a de grands propriétaires qui voudraient, pour pouvoir utiliser une main-d'œuvre abondante, que les paysans subissent des chômages de 8 et 9 mois au lieu d'aller vers la ville. Jaurès introduit très justement dans le débat des salaires, sur les salaires, le chômage partiel, multiplié par le développement du machinisme. Pour les ouvriers agricoles, surtout depuis quelques années, il ne faut pas seulement compter le travail et le salaire à la journée, il faut aussi tenir compte des chômages croissants qui affectent à l'heure actuelle les journaliers agricoles. Les faucheuses mécaniques suppriment, d'après les communications que les paysans nous ont faites, 6 à 7 salariés. Les moissonneuses suppriment une quinzaine d'hommes, 7 faucheurs et à peu près 7 à 8 ramasseurs. Les batteuses mécaniques, qui ont été un si grand progrès, ont eu cet effet, dans beaucoup de nos régions à blé, de supprimer pendant les mois d'hiver le travail des batteurs en grange. De même pour les arracheuses de betteraves. De même, dans les vignes, pour la substitution des procédés de sulfatage avec le cheval et les tonneaux aux procédés de sulfatage à dos d'homme. De même pour la substitution des piquets avec fil de fer à l'ancien système d'échalas dans les vignes. Il n'y a pas une seule partie de la production agricole dans laquelle la machine n'est arrachée au cultivateur une partie de la main-d'œuvre. Et si vous évaluez à 10 millions d'hectares, c'est-à-dire à la moitié environ de la surface de la grande propriété, le nombre des hectares sur lesquels fonctionnent des machines agricoles, il en résulte du calcul des ingénieurs agronomes que l'application actuelle du machinisme supprime 25 francs par hectare de main-d'œuvre paysanne. C'est depuis une quinzaine d'années déjà 200 millions de main-d'œuvre annuellement retranchées aux salariés agricoles. Mais ici, je le répète, je ne voudrais que, pour personne, la constatation que nous faisons puisse apparaître comme une condamnation de la machine. Nous ne condamnons pas le progrès technique. Les paysans socialistes savent bien que la machine elle-même sera une libératrice lorsqu'elle aura été délivrée du joug du capital et de la grande propriété terrienne. Et les paysans du haut des faucheuses mécaniques ou des moissonneuses lieuses, laissant derrière eux de longues traînées de gerbes bien à eux, doublement affranchis par la propriété commune et par la science, seront les maîtres superbes de cette terre dont, depuis l'origine des temps, ils sont les misérables serfs. Jaurès termine son discours en reprenant ses analyses sur la propriété. S'attaquant au dogme de l'intangibilité de la propriété privée, il démontre l'évolution de cette notion au cours des siècles et augure encore une fois de l'avènement prochain et nécessaire du collectivisme. Le socialisme universel affirme à l'heure actuelle que pour émanciper les travailleurs, il n'y a aujourd'hui qu'une solution, blessante pour beaucoup d'intérêts, troublante pour beaucoup de préjugés, pénible même à beaucoup de bonnes volontés hésitantes, pénible peut-être à ceux qui, dans la lutte purement politique, sont nos voisins de combat, mais qui sont séparés de nous par certaines conceptions économiques fondamentales. Oui, il y a une conception commune à laquelle ont abouti les socialistes de toutes les écoles et de tous les pays. 2 points. C'est qu'il n'y a qu'un moyen de libérer le prolétariat. C'est partout où il y a divorce, où il y a séparation de la propriété et du travail,
de remplacer ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production, par la propriété sociale communiste ou collectiviste des moyens de production. Et sans faiblesse, sans hésitation, sachant bien que cette formule générale saura bien, dans son unité, s'adapter à la diversité des conditions économiques, nous la proclamons dans le monde paysan comme dans le monde industriel. Voilà ces petits extraits qui expliquent aussi comment le mouvement des coopératives et en particulier des caves coopératives dans le Languedoc s'est développé en se basant sur les analyses et les concepts de Jaurès. Et à partir de 1905, à côté de Béziers, à Maraussan, où il y a eu la première cave coopérative dont la création a été soutenue par Jaurès.